Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Librinova qui sponsorise cet épisode. Librinova, c'est une plateforme et une agence qui accompagnent les auteurs et les autrices dans leurs projets d'écriture. Avec une vraie expérience de métier, l'équipe de Librinova a réussi à construire un réseau de plus de 100 maisons d'édition avec pour ambition première, publier autrement, rendre la publication d'un livre simple et, bien entendu, mettre les auteurs et les autrices au centre de tout. C'est la raison pour laquelle l'accompagnement et le conseil sont de vrais piliers dans cette démocratisation de l'édition. De l'écriture à la publication, en passant par la correction, l'impression ou la promotion, l'équipe est formée pour suivre le processus au plus près avec l'auteur et l'accompagner dans son projet quels que soient ses besoins. Pour ça, il existe différentes offres. On retrouve notamment un atelier d'écriture en ligne dispensé par des professionnels du secteur en 6 heures pour aller au bout de l'écriture de son roman, ce qui semble être un bon point de départ. Le pack publication numérique pour le publier en version numérique et le soumettre aux éditeurs plus simplement, ou encore le pack libraire pour un format numérique et papier et une distribution la plus large possible, toujours avec cet accompagnement maximum de la part de Librinova évidemment. Je précise que l'ensemble des services peuvent être pris à la carte ou regroupés dans des packs qui ont été pensés pour répondre aux besoins de tous, ce qui en fait d'ailleurs une très bonne idée cadeau si vous connaissez un proche qui écrit. Et si ça vous intéresse, Librinova a mis en place un code promo de 20 € valable pour tout achat de service sur le site à partir de 75 €. Ce code, c'est LAQUILLE20 à valoir jusqu'au 31 mars. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, j'ai discuté avec l'écrivaine Caroline Dorca-Fenech qui publie son deuxième roman, Tempêtes et brouillards, aux éditions de La Martinière. Ce roman d'inspiration autobiographique raconte l'histoire d'un père qui, alors qu'il part vivre sa retraite au Maroc, annonce à sa fille Karina qu'il la déshérite. Au même moment, il se convertit à l'islam et épouse Asma, une jeune femme à qui il consacre toute son attention. Avec pour socle l'histoire de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear, Tempêtes et brouillards est une solide réflexion sur les liens familiaux, sur l'héritage, mais aussi sur le pardon, ou encore sur le sentiment d'abandon. Et avec Caroline Dorca-Fenech, on a parlé ensemble de l'histoire du Roi Lear qui résonne largement dans ce livre, du processus de pardon, pas toujours facile à entreprendre pour une fille, ou encore de la manière dont elle vit le geste d'écriture. Bonne écoute. Caroline Dorca-Fenech, bonjour. Bonjour. Il y a un mot, pour commencer, que j'aimerais, si ça te va, que tu clarifies, que tu expliques, parce qu'au fond, le livre, il tourne autour de ce terme que j'avais déjà entendu sans réellement le connaître. C'est le mot exhérédation. Est-ce que tu peux nous le définir déjà ? Alors déjà, tu l'as très bien prononcé. Merci beaucoup. C'est un mot qui paraît assez barbare et qui décrit l'acte de déshériter quelqu'un. Qui devait hériter à la base, c'est ça ou qui pas ? devait hériter à la base. Donc un héritier, donc pas forcément les enfants, n'importe quel héritier. Voilà, déshériter quelqu'un qui aurait dû hériter. Ouais, et c'est un mot, c'est vrai qu'on n'entend pas si souvent que ça, mais... Non, plutôt juridique. Donc, Et pourtant, cette exhérédation, elle est comme une espèce de socle narratif, en tout cas dans Tempêtes et brouillards, entre Karina et son père, puisque c'est précisément ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant et particulièrement bien vu, c'est que dans le roman, Karina réalise que l'hypothèse d'hériter allait un jour exister déjà, quand son père allait mourir. Avant même d'être déshéritée, elle n'en avait pas pris conscience vraiment qu'elle allait potentiellement hériter un jour. Il a fallu que son père la déshérite pour qu'elle le réalise. C'est gros quand même, c'est beaucoup d'infos, je trouve, pour une fille d'un coup d'un seul. Mais pour planter le décor, on peut peut-être d'abord dire pourquoi il la déshérite, ce père. Alors oui, déjà pour rebondir, effectivement, la notion même d'héritage, alors là on parle d'héritage financier parce que le livre, l'exhérédation dont parle le livre se situe finalement à plusieurs niveaux. Donc il est au niveau spirituel, je dirais même émotionnel et spirituel, on en reparlera peut-être. Mais c'est vrai qu'en tout cas, apprendre qu'elle est déshéritée au niveau financier a été une espèce de choc pour elle, pour ce personnage, parce qu'elle n'avait pas conscience qu'elle allait hériter de quelque chose, de toute façon. Et puis,
aussi, l'héritage, c'est quand même lié à la mort de quelqu'un. Et on ne pense pas à la mort de son père avant qu'il ne soit mort. Enfin, je veux dire, en tout cas, pas à l'âge du... Et encore moins aux conséquences. Et encore moins aux conséquences. En plus, même si son père avait déjà été gravement malade, au moment où cette information lui est parvenue, il n'était pas du tout question qu'il meure là dans la minute. Hein. Donc, le pourquoi, c'est une question très longue, mais déjà, il a besoin de favoriser sa nouvelle épouse. Premièrement, Asma, la femme qu'il a épousée en allant prendre sa retraite au Maroc, qui est une femme beaucoup plus jeune que lui, qui a 36 ans de moins que lui, qui a l'âge de sa fille, donc qui a l'âge de Karina. Et c'est une femme à qui il a demandé d'arrêter de travailler, donc quand il la rencontre, elle travaillait, pour rester avec lui et s'occuper de lui, en fait, jusqu'à sa mort. Ils font comme ça une espèce de pacte. Donc, il y a un moment où il prend conscience que le jour où il mourra, elle se retrouvera démunie. Donc déjà, il se dit, voilà, je vais lui léguer ma maison afin de la protéger. Parce que là, on parle d'un héritage qui n'est pas une fortune colossale. Hein, on n'est pas dans la grande richesse. Hein. Il possède une maison qu'il a fait construire à Marrakech. Par ailleurs, il estime que ses enfants, parce que Karina a 2 frères, ont été ingrats avec lui toute leur vie. Donc, n'ont pas été des bons enfants, selon ses critères. Donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'il leur laisse quelque chose. Et enfin, la 3e raison, c'est qu'il estime qu'il a beaucoup donné toute sa vie à ses enfants. Il les a élevés seuls parce que la mère est partie, lui laissant la garde des 3 enfants. Quand Karina, notre narratrice, a 6 ans, les garçons étaient un petit peu plus grands. Donc lui, il s'occupait des enfants, il les a vraiment... c'est vrai qu'il les a élevés, il a été présent, il ne les a pas abandonnés, il leur a payé leur entrée dans la vie, les études, etc. Il n'a pas été défaillant sur ce côté-là. Donc, il estime qu'il leur a beaucoup donné à ses enfants. Les fils, eux, ils sont dans des situations financières extrêmement confortables. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Mes enfants n'ont pas besoin que je leur laisse. Alors, il avait fait ses petits calculs parce que là, on parle d'un homme très matérialiste. Donc, il s'est dit, voilà, si je donne la somme de 60 000 € à chacun de mes enfants, ça ne changera rien dans leur vie. Donc, je ne leur donne pas. Voilà. Le titre, il vient du Roi Lear, comme la couverture d'ailleurs du bandeau qui a été faite par Amandine Delaunay. Est-ce que tu as théorisé la manière dont tu as choisi ce titre ? Est-ce que, par exemple, c'était le titre de travail ? C'était pas le tout premier titre de travail. Néanmoins, je cherchais un titre autour de la notion d'héritage. Et ce qu'il faut rappeler ici, c'est que c'est peut-être pour expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venue à ce titre-là, c'est peut-être le point de départ. Donc, je m'inspire quand même d'un fait autobiographique, qui est que l'idée de mon livre est venue à la mort de mon père. D'accord, quand mon père est mort à 19 ans et mon père a déshérité ses enfants. Donc moi, j'en fais partie. Et donc, c'est des vignettes autobiographiques qui se trouvent dans ce roman. Voilà. Oui, voilà, c'est pas caché, ça je le dis. Néanmoins, c'est un roman. Et quand j'ai commencé à être obsédée par cette histoire, par la violence que j'avais vécue et par la nécessité d'écrire, moi, dans mon projet d'écriture, ce que je voulais, c'était d'aller chercher la dimension mythologique de cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question pour moi d'écrire un témoignage, d'écrire ma vie telle qu'elle s'est passée pour témoigner de la violence que c'est d'être déshéritée d'un père. Non. Donc, j'ai commencé à me souvenir d'histoires qui parlaient aussi d'exhérédation. Et évidemment, il y a cette grande pièce shakespearienne qui s'appelle Le Roi Lear, qui raconte exactement ça, c'est-à-dire un roi qui déshérite l'une de ses filles, Cordelia, qui ressemble étrangement à Karina d'ailleurs. Oui, qui ressemble prénom. Comme prénom un petit peu, oui, c'est vrai, c'est les mêmes sonorités. Donc, je le rappelle, il a 3 filles, le roi Lear a 3 filles, il est roi, il a un royaume, il veut diviser son royaume en 3 avant de mourir, et afin de répartir les parts, il demande à chacune de ses filles de leur déclarer leur amour. Donc les 2 aînés se prêtent au jeu avec beaucoup d'hypocrisie et Cordelia ne peut pas. Elle dit moi non, j'ai rien à vous dire. Et donc il la déshérite. Et cet acte-là crée le chaos en fait. Et donc il y a un moment, il lance une malédiction. Il lance une malédiction à l'une de ses filles, puisque après les autres aussi entrent dans l'ingratitude, etc. Et il lance cette malédiction-là, tempête et brouillard pour toi.
que les blessures d'un père déchirent tout ton être en toute essence. Et ça m'a semblé... ça a fait tellement écho avec ce que je vivais moi et ce que j'avais envie, moi, d'explorer dans l'écriture, c'est-à-dire vraiment la déchirure d'un être lié à cet acte-là paternel. Ça disait vraiment beaucoup sur leur relation aussi, sur le lien. Ça dit beaucoup aussi du personnage du père, qui, évidemment, il n'est pas roi comme le roi Lear, mais il se considère comme le patriarche absolu. C'est quelqu'un qui est, qui représente... pour dire un mot énorme qu'on en prend beaucoup, mais le patriarcat, on va dire, un peu quand même massif. Donc voilà, donc c'est pour ça que ce titre-là, à travers cette réplique du roi Lear, cette malédiction m'a semblé, et je la cite dans le livre, d'ailleurs, je la cite à un moment, m'a semblé correspondre tout pleinement. Et par ailleurs, je l'ai réduite à tempête et brouillard, parce que tempête... et brouillard, ça correspondait aussi à la forme de mon livre. C'est-à-dire, c'est à la fois tempétueux, il y a plusieurs fils narratifs que je suis, je sais pas, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y a à la fois l'histoire de Karina qui s'exprime à la première personne, qui revit des moments du roi Lear et qui en elle-même est en train d'écrire un livre puisqu'elle est écrivaine, dont on suit aussi l'histoire. Donc il y a comme ça une espèce de construction un petit peu tempétueuse et brouillard, parce que c'est vraiment le brouillard aussi dans lequel elle évolue, le brouillard de ses sentiments en fait. Oui. Ouais. Et on l'a un peu dit, donc le père il retourne au Maroc. Ce n'est pas un choix au hasard. Il y a vécu et il y était jamais retourné. Alors on l'a également dit, ce roman il est construit à partir de vignettes autobiographiques. Quelle place le Maroc avait dans ton foyer? Est-ce qu'il avait une place dans ton enfance? Alors, dans mon enfance, il avait il avait une place dans, on va dire, de l'ordre de la légende familiale. C'est-à-dire qu'on a toujours su que notre père est né au Maroc en 1940. Il y est resté jusqu'à ses 16 ans, jusqu'à l'indépendance, jusqu'à la fin du protectorat. Ses parents étaient eux-mêmes nés au Maroc, les arrière-grands-parents aussi, espagnols nés au Maroc, qui avaient fait... Et d'un côté, le Maroc pour mon père et de la Tunisie pour ma mère. Mais on n'en parlait pas parce que déjà, mon père n'est pas retourné du tout au Maroc pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'il décide d'y prendre sa retraite et de s'y installer. Donc, il nous a jamais fait faire le voyage, il nous a jamais expliqué ce que c'était que le Maroc, etc. Jamais. En revanche, il y avait quand même une présence, on va dire, quand on était enfant, sous forme de nourriture, parce que tous les dimanches, on avait comme ça des pâtisseries, des couscous, etc. Bon, mine de rien... Il y avait un lien, ouais. En fait, il y avait quand même un lien. C'est-à-dire que le lien, je m'en suis rendu compte, moi, quand j'ai fait mon premier voyage au Maroc, que je suis allée à Tanger, et que tout m'a paru familier à Tanger. Tout m'a paru familier. J'avais l'impression de reconnaître. Mais j'avais l'impression de reconnaître un endroit où j'aurais déjà été, auparavant. Et j'ai même vu le sosie de mon père là-bas. Mon père était assez typé. Il était assez typé, donc vous savez, ses origines andalouses, l'Andalousie était quand même, a été arabo-andalouse pendant très longtemps. Et donc c'est là que j'ai pris conscience que j'avais des racines aussi là, et que j'avais en tout cas sans doute une double culture que j'avais envie d'explorer. Et tu t'es sentie chez toi, au Maroc? Parce qu'au-delà de reconnaître, de te sentir... Mais chez moi, c'est un petit peu difficile, en fait, parce que, tu sais, c'est comme les enfants, en fait. Nous, les enfants d'immigrés, je sais pas, c'est un petit peu... J'ai quasiment aucune, finalement, origine franco-française, on va dire. Mais on se sent, finalement, chez nous en France, mais en même temps, on sait qu'on vient d'ailleurs. C'est un petit peu bizarre. Donc, le côté chez moi, je sais pas si c'était à ce point-là. Okay. Mais en tout cas, c'était vraiment très familier. Il y avait quelque chose de moi que je reconnaissais, en fait. Okay. C'est assez fort. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment où j'en ai voulu à mon père, qui donc, il faut quand même le raconter, lui, il part prendre sa retraite au Maroc, il y rencontre une Marocaine, il est obligé de se convertir à l'islam pour pouvoir se marier avec elle, en vertu des lois du Maroc, ce qui
pose à Karina dans le livre d'énormes interrogations. Elle se dit mais que signifie cette conversion ? Parce que son père lui dit que c'est une conversion sans foi, il lui dit que c'est... Il le voit juste comme une formalité administrative, un acte banal. Oui, c'est ça, et ça crée une espèce de... ça ouvre un gouffre d'interrogation, ce personnage qui se dit, alors qui il est, qui est mon père, qui a été élevé... Nous, on a alors, Karina n'a pas une foi elle-même, elle est athée. Oui, elle est athée, elle est laïque. Néanmoins, elle sait qu'elle a sa grand-mère qui idolâtrait Jean-Paul II. Là, encore une fois, c'est une culture catholique qui passe quand même sans qu'on en ait conscience, en fait. Mais on se rend compte qu'on a cette culture à un moment. On n'en a pas forcément conscience, mais il y a un moment, on en a besoin et on s'aperçoit que finalement, c'est là, sûr. En fait. Et donc, elle s'interroge. Alors, elle a plusieurs étapes vis-à-vis de la conversion de son père. Alors elle se demande au début, elle se dit elle a peur que ce soit un abandon de sa part, que ça va complètement le transformer, ça crée des angoisses, et puis après elle se rend compte que finalement il aime cette culture, que c'est pas seulement un changement, mais c'est aussi peut-être pour lui une renaissance, quelque chose. Il a un nouveau prénom. Voilà. Asma a choisi par ailleurs, mais il s'appelle Mehdi. Oui, de Jean-Pierre il devient Mehdi. Oui, Jean-Pierre Hernandez, on n'a même pas dit. Oui. Alors d'ailleurs, j'ai cherché Jean-Pierre Hernandez sur Wikipédia, figure-toi. Donc, je ne sais pas du tout si comment tu as construit, en tout cas imaginé ce prénom, mais c'est celui d'un ex-braqueur français qu'on surnommait Gros Pierrot et qui a 3 filles. C'est drôle. Mais écoute, tu sais comme quoi comme le Roi Lear, du coup. Eh ben, c'est génial, tu vois. Ouais. Mais alors, c'était vraiment anecdotique, tu vois, mais je me suis dit, 3 filles, écoute, Jean-Pierre Hernandez. Voilà, écoute. Et oui, et il y a un moment, si tu veux, Karina, elle se dit, mais en fait, cette culture, ça l'enrichit elle aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans l'interrogation et dans l'attrait de cette culture. Donc, et en même temps, c'est quand même quelque chose qui peut alimenter cette incompréhension, mais surtout ce sentiment d'abandon qu'elle a, parce que c'est un livre qui aurait pu s'appeler... je sais pas, le sentiment d'abandon, quelque chose comme ça, tellement c'est présent. Est-ce que cette histoire, au fond, c'est pas une manière de parler à tout prix de ce sujet-là, précisément, qu'est l'abandon à travers toutes les vignettes que tu places ? Je pense que tu as raison. Je pense que oui. Oui, je pense que tu as raison. Je pense que si tu veux, tu as une scène qui est pour moi fondamentale dans le livre, qui est le moment où la mère s'en va. C'est un moment où Karina se souvient de ça. C'est-à-dire quand son père est parti au Maroc, il se convertit, elle se rend compte que c'est peut-être qu'un écho d'autres abandons qu'il a vécu. C'est ça que ça ouvre comme gouffre. Et elle se souvient de on va dire, c'est comme une scène primitive pour elle, de cet abandon de sa mère qui part sans donner d'explication, qui est comme ça, comme un gouffre. Et c'est vrai que pour moi, une des phrases clés du livre, d'ailleurs, le premier chapitre, alors on a un prologue et puis on a un premier chapitre où on a Karina en train d'écrire, et elle n'arrive pas à écrire sa première phrase, elle n'arrive pas, et elle dit comme ça... enfant, mère et absence, se blesser dans la même phrase. Et pour moi, oui, finalement, le livre tourne autour de ça. Je pense que tu as complètement raison. Je pense que ça tourne autour du gouffre de l'abandon, oui. Il y a aussi cette annonce qu'il fait en disant, en gros, vous saurez qui je suis vraiment quand je serai mort. Et ça crée quelque chose qu'on imagine obsédant pour Karina, qu'elle lie nécessairement à son père, puisque tout est possible. Enfin, vous comprendrez quand je serai mort. Toute une espèce de palette, la vie s'offre à elle dans les hypothèses. C'est là où la notion de pardon, elle entre en jeu. Il y a un prêtre dans le livre qui dit que lorsque Karina aura vu que son père se composait d'autre chose que ce qu'il a fait, je cite, « le pardon adviendra ». Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Cette parole-là du prêtre, ouais. Et là je dois l'avouer que j'ai vraiment entendu qu'un prêtre m'a vraiment dite et que j'ai retranscrite, et parfois j'ai l'impression que mon livre c'est comme un écrin pour cette parole qui a été très importante pour moi. Je pense qu'elle est très juste. D'abord, il faut voir ce qu'il dit, ce qui est dit à ce moment-là. L'idée de pardon vient à Karina vraiment très tardivement, ne lui était jamais venue avant. Il faut dire que son père n'a pas fait que, on ne l'a pas dit, n'a pas fait que la déshériter. Cette action-là, ce n'est qu'une énième violence qu'il a accomplie vis-à-vis de ses enfants. D'accord ? Donc il a quand même un lourd passif, ce père, avec ses enfants. Donc Karina n'a jamais imaginé de son vivant pouvoir le pardonner, n'a même jamais pensé
au pardon en fait. Et puis tout à coup, voilà, il y a cette mort, elle écoute une prière parce que tout à coup elle se dit qu'elle va faire donner une messe, enfin bon. Et puis le pardon, l'idée du pardon lui vient. Mais sauf que voilà, c'est pas aussi simple que ça. On dit il faut pardonner pour se libérer, mais comment on fait ? Est-ce qu'il y a une méthode, etc. Et oui, le pardon pour les nuls, ça existe c'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a une recette et puis à quoi ça sert ? Et puis est-ce que vraiment il faut pardonner ? Parce que je pense que la colère est aussi nécessaire, la colère. Donc, et donc cet homme, ce prêtre, lui dit quelque chose qui l'étonne à ce moment-là, lui dit, mais le pardon, ça prend du temps. C'est surtout ça qui est important. Le pardon, c'est prendre du temps. C'est qu'il n'y a pas une formule magique comme ça sur le pardon. Déjà, ça, je trouve ça très important. Ça veut dire que déjà, il y a un temps de colère qui est normal, qui est légitime en fait, qu'il faut s'accorder, qu'il faut prendre. Et qui est avant et un temps peut-être aussi de réparation qui est lent et qui est normal. Donc déjà fluctuant en fonction des personnes aussi. Exactement, et qui est fluctuant, etc. Mais on peut pas juste quand on subit un traumatisme dire là voilà hop je pardonne. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible quoi. Bon déjà ça je trouvais que c'était très apaisant comme parole. Le pardon ça prend du temps. Et ensuite il dit voilà vous verrez effectivement que votre père a commis des crimes qui ont existé et qu'on ne pourra jamais effacer. Ça c'est réel. Oui c'est un fait. C'est un fait, voilà, des crimes condamnables qu'on ne pourra jamais effacer. Cependant, il y a un moment, effectivement, vous verrez qu'on ne résume pas, on va dire, en gros, un être humain, c'est un grand humanisme, cette parole. On ne résume pas un être humain au crime qu'il a fait, à un ou même plusieurs crimes, on s'aperçoit qu'il était aussi autre chose. Et là, le pardon advient. Et je trouve ça très beau. Alors, je trouve ça très humaniste, en fait. Je trouve que c'est un grand optimisme. Et à quoi ça sert, en fait ? Ça sert, alors, pour les chrétiens, ça sert à restaurer la relation avec Dieu, mais finalement restaurer la relation avec l'autre. On peut aussi le comprendre comme ça. Et je trouve ça très beau, très humaniste. Alors, Karina, notre personnage, qui était quand même, tout le livre raconte quand même une très très grande colère, une très très grande douleur. Mais aussi beaucoup d'interrogations. Je me suis fait cette remarque, il y a énormément de questions rhétoriques. Enfin, il y a beaucoup de questions, de points d'interrogation. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de tensions parce que moi, ce que je montre, c'est une complexité, c'est-à-dire que c'est pas juste la haine, c'est une haine qui est, on va dire, zébrée d'amour, quoi. Ouais. Donc c'est ça que je montre, c'est une très très grande complexité. Donc à la fin, il y a eu une telle colère quand même, qui a eu lieu, une telle haine, qu'elle sait pas elle-même. Elle dit, elle sait pas si elle arrivera au pardon. Elle ne sait pas. Mais je pense quand même que ce trajet-là, se dire qu'il y a peut-être un espoir, une lumière, alors à la fois d'être libéré et à la fois de restaurer une relation, de pas rester, on va dire, défiguré par la colère. Et c'est un trajet que je trouvais important et intéressant. En tout cas, moi, ça m'a porté, en tout cas quand j'ai écrit le livre, en tout cas. Je trouvais que c'était, tu vois, ça a été un des moteurs dans mon écriture, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai noté le chapitre 13, mais il y a des passages dans le livre qui sont scandés, avec beaucoup de renvois à la ligne, comme une forme un peu poétique, finalement, un vrai poème. À quoi ça répondait, ça, cette structure ? Et pour moi, l'essentiel dans l'écriture, c'est vraiment le rythme. Ouais. C'est vraiment le rythme et les sonorités. Et oui, j'ai pensé mon livre vraiment comme ça, comme un rythme, comme une scansion. Et donc ces passages-là correspondent à un rythme. Et il y a, si tu veux, dans mon livre, il y a des variations de rythme. Et c'était ça qui était important pour moi, de créer des ruptures, des continuums par moment et d'autres des ruptures qui correspondaient vraiment à l'état intérieur du personnage et à son état, embrouillé et je dirais même embrouillardé pour revenir au titre du film qui est dans le brouillard. Mais voilà, si tu veux, voilà, c'est vraiment une question de rythme. Je voulais pas un rythme linéaire qui n'est pas celui des émotions du personnage. Je me suis collée, si tu veux, aux émotions du personnage pour créer ce rythme. Et oui, cette scansion, parce que l'écriture, c'est avant tout un travail sur le langage. Donc sur le langage, donc je fais un travail sur le langage, sur le rythme, sur les sons. Dans ce livre, il y a Shakespeare, évidemment. Il y a Simone Veil, il y a Marguerite Duras et Yann Andrea. Est-ce qu'il y a eu des ouvrages qui ont gravité autour de ce livre, de l'écriture de ce livre ? Alors, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont gravité autour de
de ce livre, enfin, au-delà de Shakespeare et au-delà, je dirais, des auteurs que tu as cités, qui sont des auteurs clés, qui, moi, m'ont donné envie d'écrire, mais qui sont là de toute façon, quoi qu'il arrive, on va dire. Voilà, effectivement, hein, j'adore ces auteurs, de même qu'il y a un moment, Karina parle d'Hubert Selby Jr., qui est un auteur qui, moi, à titre personnel, compte. Qui compte énormément. Voilà, je pense que quand j'ai lu le démon de Hubert Selby Jr., j'ai eu une espèce de choc, vraiment, un grand choc, justement, parce que c'est une descente aux enfers, mais dans une écriture avec un rythme comme ça, émotionnel, qui nous emporte. Pour cette écriture-là, en particulier, j'ai lu beaucoup. Alors, il y avait plusieurs axes de recherche sur l'islam, parce que je voulais quand même m'intéresser, pas dire trop de conneries, quand même, m'intéresser quand même, etc. Donc ça, j'ai lu pas mal. Et puis, sur l'héritage, et puis aussi sur, évidemment, les traumatismes d'enfance. Il y a eu un livre qui a été très important pour moi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est L'empreinte, d'Alex Marzano. Je ne sais jamais prononcer son nom, Alex Marzano-Lesnevich. Ça n'est que ton deuxième roman, mais est-ce qu'on peut conclure après Rosa Dolorosa, où tu scrutais, où tu explorais en tout cas le lien entre une mère et son fils, au-delà des notions du bien, du mal? Est-ce qu'on peut dire que la famille fait partie de tes thèmes de prédilection désormais, ou on n'en est pas encore là à affirmer ça? Je sais pas dire encore. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois, si je dois faire un lien entre les deux livres, il y en a un quand même, c'est plus dans la démarche, c'est-à-dire pour moi à chaque fois il s'agit d'explorer, en fait, effectivement, d'explorer des liens familiaux, et de voir d'aller jusqu'au bout de l'exploration de ces liens, on va dire. La fiction comme un outil, quoi. Oui, la fiction comme un outil, ouais. Quel est le moment de ce travail, de ce métier d'écrivaine que tu préfères? Eh bien, les moments que je préfère, c'est quand je suis vraiment absolument concentrée sur ma page, et que après l'avoir réécrite 100 fois, j'ai enfin l'impression que ça tient. Ça, c'est une espèce de satisfaction. Oui, voilà, où j'ai enfin l'impression que là, ça y est, si je change la moindre virgule, tout s'écroule. Et justement, ce moment-là, et même le moment de la fin du roman, à quel moment tu sais que c'est fini? Parce que on le sait tous, même celles qui écrivent pas, c'est jamais fini dans l'absolu. Dans l'absolu, c'est jamais fini, c'est un travail incessant. Et insensé aussi, tiens. Ouais, et insensé et fou. Mais il y a quand même un moment où on se dit, là, je crois que je peux pas aller plus loin. Quelque chose comme ça. Hein. Et puis, je sais que le premier roman, Rosa Dolorosa, j'ai eu énormément de mal à le finir. T'as mis 10 ans à l'écrire déjà? Voilà, j'ai mis 10 ans à l'écrire, j'avais du mal à le finir, à me dire c'était fini. Déjà, l'histoire, c'était très bizarre, parce que l'histoire, elle était tellement en moi que j'avais du mal à l'idée de la livrer aussi. Voilà, et il y a eu un moment, et tu vois, finir l'histoire, ça a correspondu, Rosa Dolorosa, ça a presque correspondu à la mort de mon père. Et il y a un moment où la limite à l'écriture, c'est la mort. Il y a un moment, on se le dit, on prend conscience de ça. Il faut que ça se termine, comme une vie, en fait. Comme une vie se termine. Mais c'est pas anodin que tu écrives des livres, puisque contrairement à, je sais pas, un livre, au bout d'un moment, il est fini, il est publié, on ne peut plus le retoucher, contrairement à, je sais pas, un spectacle de stand-up ou j'en sais rien, où on peut corriger ses blagues d'un soir à l'autre. Le livre, c'est donc le support que tu as choisi, c'est figé, c'est fini. C'est quelque chose comme une espèce de contrainte aussi, finalement. On écrit, et puis à la fin, on n'écrit plus. Ouais, mais c'est beau, ce moment où on se dit qu'on a créé quelque chose. Jusqu'à quel point, prenons celui-ci par exemple de livre, jusqu'à quel point tu as un plan établi? Alors pour ce livre-là, il y a beaucoup de place au lâcher-prise. Okay. Énormément de place au lâcher-prise. Il fallait quand même que je me tienne, parce que comme j'ai plusieurs fils narratifs, la structure est assez complexe de ce livre, puisque voilà, elle est aussi en train d'écrire un livre, la narratrice. Il fallait que je suive aussi ce fil-là. Il fallait que Shakespeare revient plusieurs fois dans le livre. Alors on n'a pas besoin d'avoir lu Le Roi Lear, je pense, pour lire mon livre, parce que justement je le raconte par bribes, on va dire. Je confirme, j'ai dû le lire il y a, je sais pas, 15 ans.
Et t'as pas été perdu. Et j'ai voilà. pas du tout été perdu. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment... voilà, donc il fallait que je fasse quand même attention à ça. Donc j'avais quand même... j'avais quand même une structure, j'avais noté, voilà, tel chapitre, il se passera ça, voilà, dans ma progression, etc. Néanmoins, il y a une très, très grande part de liberté et d'exploration parce que, mais c'est comme pour Dolorosa, c'est-à-dire que je ne savais pas jusqu'où j'allais aller, en fait. Okay. Je ne peux pas avoir la fin avant de l'avoir écrite, en fait, parce que c'est l'écriture qui doit me porter jusqu'à la fin, c'est-à-dire que c'est organique. Voilà, ce que je cherche, c'est d'avoir une écriture organique. Donc, il y a quand même une structure, il y a quand même un rythme, on va dire une partition, mais qui se définit pas avant d'avoir commencé à écrire. Okay. Elle se définit en cours d'écriture. Okay. En fait, c'est assez particulier, c'est assez complexe, mais je me verrais pas faire d'abord un plan puis après l'écrire en appliquant ça serait de manière scolaire. Oui, là ça correspondrait pas du tout à ma démarche d'écriture okay. Et je crois que j'y prendrais vraiment aucun plaisir si c'était ça en plus. Est-ce que tu as écrit d'autres textes que ceux que tu as publiés ? Là, on a 2 romans. On a un roman jeunesse, un livre jeunesse. Un album jeunesse. Un album jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres textes ? Là, on est chez toi. Est-ce que si je soulève quelques livres, il y aura des manuscrits que tu as écrits, que tu... Je sais pas. Alors, il y a ce manuscrit en cours sur lequel je travaille depuis très longtemps, depuis 20 ans. Un 3e roman, tu veux dire ? Ouais. Ok. Voilà, mais c'est un texte, je pense qu'il me faudra peut-être encore 20 ans pour pouvoir l'écrire. Très bien. Ça a fait mon roman de vie, de toute ma vie, on va dire. Vie, mon œuvre. Voilà, après j'ai évidemment d'autres textes, plein de, comme mon personnage, d'ailleurs, plein de textes commencés, inachevés, des bribes, voilà, beaucoup de choses, des scénarios, j'en ai écrit des scénarios, j'ai beaucoup de choses comme ça. Okay. Et en revanche, le 3e roman qui sera publié, je l'espère, non, celui-là, il n'est pas encore écrit. Il n'existe pas encore, ok. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées. Est-ce que tu as un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, moi, j'ai lu un livre il y a 2 ans dont on a finalement très peu parlé, qui est paru chez Sonatine, d'une autrice américaine qui s'appelle Lassie M. Johnson. Son titre, c'est « Je ne suis pas encore morte ». Et je me suis jetée dessus parce qu'il y avait un bandeau signé de l'autrice de l'empreinte, justement, dont je parlais tout à l'heure, Alex Marsano-Lesnevich, qui, le bandeau disait « Lisez ce livre, il va vous transformer, il va vous fasciner, vous ne l'oublierez jamais ». Et donc, je me suis dit « Tiens, je l'ai lu ». Et de fait, ça m'a complètement subjuguée, ce livre. C'est un livre de non-fiction, dans lequel elle raconte la façon dont son compagnon de l'époque l'a enfermée dans une pièce pour la violer et tenter de la tuer au fusil. Et elle en est réchappée, elle a réussi à s'enfuir. Et elle raconte déjà cet acte-là, sa fuite, et la façon dont elle a survécu à ça, sachant que lui n'a jamais été arrêtée, donc avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'elle. Et vous savez, les auteurs de non-fiction aux États-Unis, donc écrivent des récits, mais qui sont construits comme justement, il y a une dramaturgie, il y a quand même une construction. Et c'est extrêmement fort avec des passages poétiques. Et ce qui m'a subjuguée dans ce livre, Je ne suis pas encore morte, c'est la façon dont elle décrit ce traumatisme, la façon dont ce traumatisme irrigue sa conscience et tous ses actes, et la façon dont ça injecte de la violence en elle. Et elle décrit sa propre violence suite à ça. Ça m'a énormément intéressée. C'est un livre très fort, très dur à lire, mais vraiment bouleversant, je recommande. Je ne suis pas encore morte. Super. Merci beaucoup, Caroline. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux, enfin à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.